Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le Psy, la coach et le mentor. Le principe, Un sujet, 3 points de vue et autant de discussions qui te permettront d'avoir 3 visions différentes pour te créer ta propre opinion. Que ce soit au travers du regard du psy, Thibaut Hulot, psychopraticien et thérapeute. coucou, moi c'est Thibaut, prêt à casser tes clichés, je prône la liberté pour exprimer ta pleine identité et te libérer de tes difficultés. Également au travers du regard de la coach Héloïse Souquet, coach et praticienne en hypnose. Hey, moi c'est Héloïse, la reine des prises de conscience, mais toujours avec bienveillance. Ou de moi-même, le mentor, enfin Véronique Thorezin. Et des 3, je suis la plus perchée grâce à mon énergie, alors qu'en fait, je suis très terre-à-terre. Normal, l'ancrage, c'est mon domaine de prédilection. Au programme, discussions intenses, accords et désaccords, un cocktail épique avec des personnalités dynamiques pour voir les choses sous un autre angle. Alors, prêt pour une émission atypique et authentique ? Bienvenue pour cette nouvelle émission, le psy, la coach et le mentor. Et bienvenue à vous, donc bienvenue à toi Thibaut pour cette nouvelle année 2023. Hello à tous, bienvenue et belle année à tous. Bienvenue Héloïse, la coach parmi nous. Oui, coucou tout le monde, ravi de vous retrouver. Belle année, belle année, c'est mieux. Ça La commence belle bien. année à tout le monde. L'année 2023 commencerait bien. Oui. Et donc, du coup, Véronique, moi-même, le mentor. Donc, bienvenue pour cette nouvelle émission. Et on doit avouer, on a choisi un thème. On va bien commencer cette année. Voilà. C'est-à-dire qu'on a choisi un thème quand même qui est très tabou, je trouve, surtout en Occident, où effectivement, parler de la mort est très compliqué dans le quotidien de chaque personne. Nous avons effectivement, tous des, comment dire? Des a priori ou des ressentis différents vis-à-vis de ce sujet-là et donc nous trouvions intéressant justement d'échanger, puisqu'en plus, il se trouve que nous sommes tous les 3 sans aucun tabou par rapport à ce sujet-là et donc d'avoir déjà nos 3 visions et si nous pouvons vous éclairer sur ce sujet qui est justement bien sombre, on va dire ça comme ça, donc on sera ravis, de vous accompagner tout au long de cette émission. Qui commence? Thibaut, Héloïse? Héloïse, Allez, c'est parti. motivée pour ce C'est sujet? parti. La mort, qu'est-ce que ça m'évoque? Alors moi, il y a 2 temps, j'ai connu la mort très tôt au travers de mon métier d'infirmière. Avant d'être coach, j'étais infirmière et donc du coup, j'ai côtoyé la mort, très souvent et en fait, c'est là où une phrase un jour, m'est venue et que je dis encore aujourd'hui: «La mort, ça peut être beau». Donc on continue dans le côté un peu cash et qui peut choquer. Mais au travers de cette expérience, de mon expérience d'infirmière, j'ai appris à découvrir ce qu'on appelle le soin palliatif, qui est donc l'accompagnement en fin de vie. Et moi qui étais, à la base, avec, mes idées, de gamine de 18 ans, «Ah si quelqu'un veut mourir, pourquoi on le laisse pas mourir?» Tout ça, tout ça. Et en fait, j'ai découvert l'accompagnement vers la mort et je me suis rendu compte que ça pouvait être très beau et qu'il y avait des moments, suspendus et des choses assez incroyables qui pouvaient se passer. Donc même si, j'entends, toutes les craintes et les peurs derrière, la mort, ce fameux mot, sachez que pour moi, c'est quelque chose qu'on peut rendre beau et qu'on peut surtout pour moi, c'est en fait l'occasion de s'exprimer, de dire les choses et de faire un point aussi et si je peux amener ça et vous me direz ce que vous en pensez, l'importance finalement de dire à son entourage ce qu'on veut pour notre mort. Oui. Comme c'est un sujet tabou, les gens n'osent pas en parler et moi, c'est vrai que ça a jamais été tabou, même quand j'étais petite. Quand je posais des questions à mes parents, ils se disaient: «Mais elle est folle cette gamine, pourquoi elle nous parle tout le temps de ça?» Mais parce qu'en fait, je le voyais pas comme une fin, je le voyais vraiment comme une étape, comme une normalité. Je me disais: «Oui, bon, bah, on meurt, c'est OK». Mais bon, j'avais 8 ans, je l'intégrais pas et en fait, au fur et à mesure de mon cheminement, par exemple, à 14 ans, j'ai parlé du don d'organes à mes parents. Je disais: «Moi, je veux ma carte de donneur». «Non mais Héloïse, c'est pas possible, tu as 14 ans». «Oui, mais moi, je veux ma carte de donneur, je veux donner, si, moi, je marche plus et que pour X raison, je dois partir et ben, je veux que ça serve à quelqu'un d'autre».
Et en fait, j'ai toujours eu cette espèce de truc et pourtant c'était pas morbide, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. Tout à fait. Pour moi, c'était redonner Mmh. la vie finalement autrement. Et donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que vous-même déjà, vous avez réfléchi à votre propre mort et finalement, est-ce que vous en avez parlé à votre entourage? Alors, moi, je vais répondre à ta question et je vais rebondir déjà sur ce que tu as dit dès le départ sur cette notion de vie justement qu'il y a. Moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et notamment sur l'évolution que j'ai pu avoir par rapport à la vision de la mort. C'est-à-dire que je me retrouvais beaucoup dans ce discours de vision de la mort qui fait peur, qui est angoissante, qui amène effectivement tout un tas de questions et d'interrogations sur la vie qu'on peut mener, sur les choix qu'on a pu faire, sur l'après aussi, et de se dire mais finalement, mais qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le sens de tout ça? Et de pas se sentir à l'aise en fait, face à tant d'inconnus, tant d'incertitudes potentielles. Et finalement, en fait, au fur et à mesure de ma construction et notamment de ma formation de thérapeute, bah, j'ai fait des formations notamment très ciblées sur l'accompagnement des personnes en fin de vie. J'ai découvert également ce qu'étaient les soins palliatifs, ce qui existait, ce qui se faisait. Et là, j'ai vraiment eu ce pas de recul de me dire, ah ok, la mort, par rapport à la vision que j'ai sociale et la vision dans laquelle je me suis construite, peut être vue comme quelque chose de différent. Et finalement, il y a une beauté immense qui est apparue au milieu de tout ça. Alors, j'emploie volontairement un mot qui est fort, qui peut peut-être choquer beaucoup de personnes parce que on ne l'associe pas à ça au premier abord. Mais c'est de se dire, en fait, c'est une période de vie qui peut être belle, où il peut se passer de belles choses, où il y a des choses importantes qui peuvent être dites, où il y a des choses qui peuvent être peut-être rattrapées, où on peut se permettre un certain nombre de choses qui vont amener des choses finalement on s'est jamais permis, on s'est jamais autorisé à faire. Et dans cette période de fin de vie, on va s'autoriser. On va changer la norme, on va changer la règle. Et derrière cette construction et ce shift vraiment de vision et de regard par rapport à la mort, moi je pense qu'à titre personnel, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est de sentir que dans mon quotidien, par rapport au travail personnel que j'avais pu faire sur moi, je me sentais beaucoup plus aligné dans mes décisions, dans mes actions, dans la façon dont j'interagissais dans le monde, et dans finalement me dire, OK, est-ce qu'aujourd'hui, si tout devait s'arrêter, comment je me sentirais? Est-ce que j'aurais un certain nombre de regrets, de remords, ou finalement, est-ce que je me dirais pas, bah non, tu as fait le maximum, tu as pris tes décisions, tu t'es fait confiance, tu as su t'écouter? Et la réponse, aujourd'hui, c'est encore oui. Et c'est ce qui me permet de me dire, OK, ça m'apaise en fait sur cette vision de la mort, de me dire, en me sentant beaucoup plus aligné, beaucoup plus ancré avec moi-même, d'être plus à l'aise en fait. Et de pas me dire ce futur, il y a X, il y a Y. Bien évidemment qu'il y a la beauté de la vie. Hein. On a tous tout un tas de projets qu'on veut mener, qu'on veut développer, et on a besoin de ça pour certainement pour se donner suffisamment d'énergie pour chaque jour continuer à avancer. Mais d'être capable de se dire, ok, est-ce que en l'état, je suis bien, je me sens bien, je suis aligné. Et si tout devait s'arrêter, malheureusement, bien évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite. Est-ce que je me sentirais suffisamment rempli? Et si la réponse elle est oui, ou si ça commence déjà à être un oui, c'est déjà énorme. Et après, sur la question d'envisager sa mort, j'ai pris conscience vraiment de l'importance de la directive anticipée, par exemple. De dire voilà, comment je souhaite mettre fin à mon accompagnement. Pour autant, très sincèrement, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai poussé. C'est-à-dire que je ne les ai pas écrites. Bien, j'ai un petit peu communiqué, mais il n'y a pas encore ce cap franchi. Et je pense vraiment, et je ne dis pas ça en tant que protection, en se disant c'est une excuse, bien évidemment, mais je ne dis pas que c'est une excuse qui est légitime. C'est de me dire ce qui me vient, c'est de me dire, mais en fait, j'ai pas l'âge, je suis beaucoup trop jeune pour penser à ça. Et la réalité, c'est que c'est pas ça. Eh oui, C'est pas vrai, c'est faux. Tout eh à oui, fait. oui. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, c'est vraiment ça. Parce que pour autant, je ne peux pas dire que j'ai pas pris conscience de ça, de l'importance de ça. Et pourtant, c'est pas quelque chose qui a encore été fait. Mais voilà un petit peu, moi, sur l'évolution qu'il y a eu. Et finalement, d'avoir notamment fait, et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais choisi de faire mon stage en EHPAD pour terminer mon cursus, parce que je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais ces lieux où justement on a l'impression que c'est la fin de vie, c'est pas agréable, c'est douloureux, en fait, il y a de la vie, il y a des choses hyper belles. Et c'est ce que j'ai vu
vraiment, tout au long de ce stage. Comment ça te parle, Véro, ce que je dis par rapport à ça? Je vais être beaucoup moins glamour que vous. Non, mais je veux dire, j'ai pas souvenir, moi, d'avoir eu des questions existentielles sur la mort, de qu'est-ce que c'est, même petite. Pourtant, bon, j'ai été confrontée, je pense, comme tout le monde, avec le décès soit d'un grand-père, soit d'une grand-mère. Je dirais là même que d'ailleurs, la dernière confrontation qui a été peut-être la plus compliquée, je ne sais même pas si c'est ce terme-là, mais je pense que la plus belle, le plus bel accompagnement que j'ai pu faire, c'est celui de ma grand-mère et il remonte à presque 15 ans, même plus. Donc, j'ai pas de confrontation directe ou du moins de choses violentes vis-à-vis de la mort. Moi, la mort, ça a été surtout tout un processus de compréhension avec tout mon processus en fait de découverte de moi-même. D'un moment donné, de se dire, OK, donc en énergétique, on comprend qu'on est, beaucoup plus énergie que finalement un corps, et que la mort, en fait, on meurt pas. La mort n'existe pas du point de vue énergétique. L'énergie, elle ne fait que se renouveler ou de changer et que c'est juste alors ça peut choquer ce que je vais dire, mais c'est juste la perte d'un corps physique. Donc de se dire: «OK, finalement, je suis, j'allais dire indestructible, mais je ne peux pas mourir, et c'est juste, du coup, un corps physique que je vais quitter pour prendre forme ailleurs et d'une autre manière». Donc je pense que ça m'a permis vraiment de relativiser beaucoup de choses et de voir, du coup, la mort différemment, de me dire: «Mais en fait, comme l'a dit Héloïse tout à l'heure, c'est qu'une étape, il y a pas de fin, il y a pas de début, il y a pas de fin, en fait. C'est juste un Mmh. passage». Et on le dit, en plus, quand tu fais en langage des oiseaux, c'est un pas vers la sagesse, quoi, grosso modo. Donc, c'est juste de changer d'un état pour passer vers un autre état. Et pour répondre à ta question, Héloïse, tout à l'heure, donc j'ai jamais eu tabou, moi, parler la mort. Justement, je suis très heureuse d'échanger avec vous sur ce sujet-là. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, j'ai eu l'occasion, j'ai 2 souvenirs très particuliers, dont un où j'ai fait un cercle chamanique avec quelqu'un qui est connu, en France et mondialement. Et à un moment donné, pendant la retraite, il nous a fait faire, donc il y a eu une matinée où on a parlé, le sujet, c'était la mort. On était un groupe de 25, donc moi, j'avoue que j'étais super contente d'avoir ce sujet-là, en disant: «Bon, bah, ça va, j'ai pas de tabou, donc tout va bien». Il a fait le tour donc des 25 en nous disant: «Si c'était votre dernier jour, qu'est-ce que vous feriez?» J'étais quasiment la dernière à passer et ce qui a été oh, très drôle, oui, si, enfin, je vais quand même garder ce mot-là. Mais à chaque fois, c'était, les personnes fait: «Ah, mais je me réconcilierai avec ma famille. Ah, mais j'irai parler ou je demanderai pardon. Ah, mais j'irai boire, par exemple, le château Pétrus que j'ai dans ma cave». Pardon, l'abus d'alcool est mauvais pour la santé. Et tu vu, je fais la prévention. «Ah, mais je ferai ci, je ferai ça». Et moi, quand il est arrivé à mon tour, en fait, je l'ai regardé en me disant: «En fait, je changerai rien». Aller si, peut-être aller me me baigner pendant 2 heures dans un jacuzzi parce que je suis un petit poisson et que j'adore ça. Tu vois? Le kiff quoi, voilà, mais j'ai pas besoin d'attendre le dernier jour de ma vie pour me le faire, quoi. Et en fait, non, je lui ai répondu: «Mais non, j'ai pas de, non, je ferai exactement ce que je fais tous les jours parce que finalement, j'aurai pas de regrets». C'est-à-dire que les regrets, je les réglerai au fur et à mesure. Le château Pétrus, bon, pas de bol, j'en bois pas, mais mon jus d'orange au cas où, je me le prends si j'en ai envie, quoi, voilà. Et par contre, un exercice, et c'est marrant parce que tu en as parlé Thibaut, un exercice qu'il nous a fait faire, et j'avoue que j'étais pas, c'est pas que j'étais pas prête, c'est que j'y avais jamais pensé. C'est faire et écrire son testament. Ça ne m'avait jamais traversé l'esprit. Et là, d'un seul coup, c'est avec ta feuille et là, tu écris. Alors en disant: «OK, alors pardon, on va rester très terre à terre, mais en disant: "C'est quoi mon patrimoine?"» Et là, tu regardes. Alors, j'ai effectivement une maison, j'ai une voiture, j'en sais rien, j'ai un ordinateur, j'ai ci et j'en fais quoi en fait? Personnellement, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant. Du coup, à qui tu es susceptible? Et là, ouais, j'avoue que d'un seul coup, j'ai vu la mort différemment. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, de penser à des choses auxquelles j'avais absolument pas pensé jusqu'à présent, quoi. Et comment te dire que cet exercice-là, il a bien plombé l'ambiance, hein. Mmh. Ah mais alors, l'ambiance a été vraiment là, d'un seul coup, les gens, mais limite à en pleurer. Et même, tu vois, on faisait l'exercice 2 par 2 et j'étais avec une jeune maman, mais ça a été très, très compliqué, pour elle, quoi, voilà.
Et après, ouais, du coup, moi, ça m'a permis effectivement d'en parler parce que, bah, par exemple, j'ai mes 2 parents qui commencent à avoir un certain âge. Mon père a quand même, plus de 80 ans, donc comment dire qu'il est effectivement, Thibaut, plus proche de la fin que du début. Et oui, j'avoue que c'est des sujets comme c'est pas tabou chez moi et de temps en temps, on a des conversations comme ça justement où je leur demande, mais du coup, tu veux une messe? Tu veux pas de messe? Tu veux être incinéré? Tu veux pas être incinéré? Parce que finalement, c'est des choses auxquelles on n'a pas pensé avant et on se retrouve confronté à ça à un moment où, bah, tu as pas forcément envie, quoi. Mais C'est c'est pas le ça. moment, c'est pas le Mhm. lieu et quelqu'un me racontait, je sais plus dans quel contexte, quelqu'un me racontait que justement, c'était un couple, où elle est tombée malade et en fait, elle a absolument tout préparé. C'est-à-dire que sa compagne n'a plus rien eu à s'occuper. Elle avait juste à pardon, mais juste à pleurer en fait et à s'occuper d'elle et elle n'avait pas besoin de s'occuper du cercueil, de la chanson, de, tout ce qui va à côté, quoi. Mais c'est vrai quand on n'est pas prêt, ça peut faire bizarre. Le dernier événement, c'est, je crois que c'est de fin de l'année dernière où je me lève, comment dire? Un peu la tête enfarinée et là, ma mère est à table et elle me tend un papier. Je lui dis: «C'est quoi?» Elle me dit: «Bah, ça, c'est la prière que je veux que tu lises, le jour de ma messe». J'ai dit: «Alors attends, on va remettre dans le contexte, pardon, j'ai pas bu mon café. Tu peux m'expliquer?» Elle me dit: «Oui, bah, tiens, j'ai retrouvé, mon missel de mon école, du coup, il y avait cette prière, je la trouve très jolie, donc voilà». OK, d'accord et puis hop, on est passé à autre chose, quoi, voilà. C'est un peu, tu sais, l'interlude. Sur la journée, c'était Ouais, mais l'interlude. Mais ça fait partie des petits trucs où, en même temps, je sais que ça la rassure parce qu'elle a un certain âge et que du coup, elle sait, que ça sera mis en place, quoi. Voilà, que Oui, certains vœux seront respectés. ce que tu dis justement, et je trouve que c'est important, c'est aussi montrer à la personne qui est encore vivante, en capacité de justement se projeter là-dedans, de aussi, quelque part, bah, gérer tout ça et pouvoir contrôler et pouvoir que ça se passe de la façon dont elle le souhaite. Exactement. C'est une façon hyper belle finalement de se dire, bah, même la fin, même ma fin, en tout cas comme je la vis par rapport à là, parce que bien, enfin, moi ça me parle, hein, ce que vous me dites, mais je sais très bien que ça parlera pas à tout le monde de se dire, ok, après c'est qu'un passage. Pour beaucoup, ils l'entendent, mais pour d'autres aussi, c'est bah, en fait, je sais pas du tout ce qu'il y a et ça m'angoisse et moi je veux que ma vie sur Terre dure indéfiniment. Mais c'est de se dire, ok, quand je m'autorise à l'explorer ça, vous vous autorisez à aller contrôler jusqu'au bout ce qui va se passer pour vous, de la façon dont vous le souhaitez. C'est-à-dire que oui, je veux qu'il y ait telle messe, je veux qu'il y ait telle couleur, je veux qu'il y ait telle musique, je veux qu'il y ait telle personne. Je veux contrôler. Et c'est important parce que ça va permettre de pouvoir rassurer la personne. Oui, ce que j'allais te dire, effectivement, c'est-à-dire que là, d'un seul coup, elle est sûre d'avoir ce qu'elle veut parce que, pardon, mais une fois qu'elle est morte, tu vas pas venir contrôler si la personne a bien suivi Alors, on tes est d'accord, instructions. oui, oui. Donc c'est un peu compliqué. Sinon, ça s'appelle un fantôme. Mais là, on est sur un autre débat et une autre émission. oh, oula, chaque chose en son Non, temps. mais voilà. Mais effectivement, du coup, là, elle se dit: «Au moins, j'aurai la mort», enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais j'aurai au moins tout le processus, d'accompagnement pour ma fin de vie et que je désire, en fait. Hmm. Et ça, Mais c'est c'est là, ce que vous amenez, c'est top. Franchement, ce que vous amenez, c'est top. Mais du coup, je vais rebondir sur deux choses. La première, justement, tu en as parlé toi, Thibaut, en disant, «J'y pense pas, je sais que c'est pas bien, croyance, nanani nanana, mais je suis trop jeune pour». Et toi, Véro, en soi, c'était pas du tout tabou, mais en même temps, d'écrire ton testament, ça ah t'a ouais? fait bi C'est ça. et en fait, bah, justement, moi, c'est sur ça que je vais rebondir et là, c'est le côté, ancienne infirmière qui prend le dessus et qui parle avec le cœur. Vraiment, là, je vous dis les choses. Là, je suis en pleine prévention, c'est-à-dire qu'en fait, on la prévoit pas la mort. Ah oui. Première chose. À tous Hmm. les gens qui nous écoutent, la mort, elle est pas prévue. Désolée de vous l'apprendre, vous allez peut-être mourir demain ou vous allez peut-être mourir dans 30 ans. Point. 40, 50, on sait pas. En fait, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on est et beh, la date de mort, on l'a pas. OK? Première chose. Donc en fait, à un moment donné, je l'ai tellement vécu, ces situations où les gens n'étaient pas prêts à perdre leurs proches quand c'est brut. Parce qu'on parlait du soin palliatif, comme tu dis, Thibaut, on peut le préparer, là, notre mort. On a le temps d'en discuter, on a le temps. Mais bon, j'ai aussi bossé aux urgences, un accident de la route, C'est paf, ça. bonjour, excusez-moi, votre Hmm. mari est mort. Quoi, Crise pardon, mais je suis cardiaque, enceinte du exactement. deuxième. Ouais. C'est affreux, c'est un drame.
Et ça, attention, quand je dis que la mort est belle, j'ai aussi notion que ça peut être un drame dans une vie. Tout à fait. Mais comment dédramatiser? Comment anticiper? Et ben, c'est justement en parlant. Je sais que c'est tabou dans nos sociétés actuelles, mais si ce podcast peut au moins servir à ce que je fasse passer ce message et ma vision, et les gens en feront ce qu'ils en veulent, juste de dire: «Je veux être incinéré» ou «Je veux une messe» ou «Je veux quelque chose de laïque». Juste dire justement comme tu disais, «Bah, OK, bah, écoute ma chérie, si un jour il m'arrive quelque chose, tu as ça de côté». Moi, par exemple, mes parents savent que je suis pas mariée non plus, j'ai pas d'enfant. Moi, tout est carré, mon testament est fait. J'ai 33 ans, mon testament est fait. Demain, il m'arrive quelque chose, à ce jour, c'est mon frère qui récupère tout. Et j'en ai parlé, il le sait, tout est carré, ils savent exactement ce que je veux comme cérémonie ou pas cérémonie, tout est cadré. Et en fait, au début, mes parents étaient là: «Mais arrête, Eh nous oui. parle pas de ta mort, Mmh. mais tu te rends pas compte, mais c'est horrible». Et j'étais là: «Ouais, mais le jour où ça arrive, vous allez être C'est bien ça. content de savoir quoi faire, en fait. Et d'autant plus, vous allez être bien content de respecter, au-delà de quand tu disais, Thibaut, contrôler, moi je le tournerais plus dans respecter. Respect, tout à Mmh. fait. OK, ouais. Je suis d'accord Respecter avec mes toi. désirs. Moi, par exemple, mon désir, je vous le dis sans tabou, je veux être incinérée, c'est ma conviction. Encore une fois, il faut respecter toutes les religions, il faut respecter toutes les convictions. J'ai un respect infini pour toutes les convictions. La mienne, c'est l'incinération parce que je sais que dans mon entourage, il y a plein de gens qui ont cette image de renaître de ses cendres. Et dans mon monde, les arbres ont une grosse signification. Pourtant, je suis très terre à terre. Moi, je suis pas du tout dans l'énergétique comme Véro. Je vais être incinérée aussi, donc tout va bien. Voilà, oui, oui, non, mais voilà, mais pour différentes raisons, tu vois? Moi, on meurt, hein, voilà, pour moi, Bah, c'est ça, mais moi, bon, après, le principe, c'est chacun. je suis née poussière, je redeviendrai poussière, tu vois? Donc Alors moi, tu vois, Mmh. c'est pas dans ce truc-là, c'est plus le côté, si les gens veulent garder un bout de moi, la seule chose que je leur ai demandé, c'est si vraiment vous voulez, à tout prix avoir mes cendres pour je ne sais quelle raison, et ben, replanter un arbre. oh, C'est tout. joli! OK. Tu vois? C'est juste ça, mais c'est ma vision. Mais en fait, les gens le savent. Moi, demain, là, je traverse la route, je me fais éclater par un bus, et ben, les gens sont au courant. Et en fait, ben, ce sujet qui était tabou et que j'ai eu du mal à amener à ma famille, je m'en suis pris plein la tête, même pour le don d'organes. Ma mère refusait que je donne mes organes. Je disais: «Pourquoi?» «Beh, parce que tu es ma fille, je veux pas qu'on touche». Je dis: «Mais je serais morte, je serais morte». Sachant qu'en plus, je parle pas des croyances, s'il y avait derrière une croyance religieuse, s'il y avait quelque chose. Ma mère n'est pas croyante, donc elle avait même pas la raison derrière de sa propre croyance psychique, ou Oui. quoi que ce soit, même pas. C'était juste: «On touche pas à ma fille». Beh, je lui ai dit: «Beh, je suis désolée, mais non, moi franchement, crois-moi que si les fantômes existent, je vais venir t'engueuler parce que tu auras pas donné mes organes s'ils sont viables». Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. Mmh. Et en fait, je suis vraiment là, c'est pas un coup de gueule que je pousse, mais c'est que même s'il est compliqué ce sujet, rendez-vous compte que de le verbaliser, de préparer un minimum, eh ben, ça enlève un point énorme. Je pense que Moi, mon c grand-père, il est décédé en juillet. Il avait 100 ans. Tout était cadré. Moi, j'étais sa personne de confiance, donc du coup, c'est moi qui avais, la main mise sur tout. Il y a pas de souci, c'était cadré. Avec ma mère, tout était cadré aussi. On avait juste à aller chez le notaire. Enfin voilà, ma mère et moi, on savait exactement ce qu'il y avait à faire. Point. mais parce que justement, je trouve que ça enlève une charge mentale, en fait. Mais bien sûr, Mmh. parce qu'on n'est pas prêt, et je reviens à ce truc d'accident. Quand il y a un accident, tu es pas prêt. Donc si derrière ton mec ou ta femme ou ton enfant, il a tout préparé, C'est ça. ben, au moins tu as le temps de faire ton deuil, Mmh. même si c'est Et un se drame. concentrer uniquement là-dessus, au lieu de d'aller Exactement, faire Tout bien à sûr. fait. exactement. Je sais pas ce que vous en pensez. Désolée, je suis partie dans mon Ah envolée, non, mais non, 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 mais 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 c'est s s ouais, surtout pardon Thibaut, mais c'est vrai que surtout, comme c'est des sujets dont on parle pas entre nous, automatiquement, le jour où effectivement la personne vient à mourir et que tu as le conjoint ou les parents qui doivent choisir ou même les enfants, qui doivent choisir en disant: «Alors du coup, incinérer ou pas incinérer?» Bah, en fait, j'en sais rien. Laïque, messe ou j'en sais rien ou autre, même un choix tout bête, le cercueil, enfin, tu vois? Des trucs qui peuvent mmh paraître mh. bêtes ou le choix de la musique, enfin des trucs comme ça et tu te dis: «Ah ouais, mais en fait, j'en sais rien, quoi et pardon, j'ai autre chose à faire. Là, je dois le pleurer, je dois pleurer la personne. J'ai autre chose à penser». Donc c je pense que ça enlève effectivement une énorme charge mentale à tous ceux qui doivent préparer l'enterrement, quoi. Et moi, par rapport à ce que tu disais, ça renvoyait aussi, je pense, à
Se dire, OK, quand on va être capable d'en parler, de verbaliser un certain nombre de choses à ce propos, comment ça va derrière potentiellement mettre mal à l'aise certaines personnes? Parce que ça va les renvoyer eux-mêmes à ces questions-là. Et qu'effectivement, on est dans un tel sujet tabou que, bah, en fait, c'est tellement tabou que dès qu'une ou deux personnes vont être capables de verbaliser, d'en parler, attention, on remet le couvercle vite. Et la première personne qui se met à en parler, un petit peu comme dans tout, hein, dans tous les tabous qu'on peut avoir dans une famille, toutes les problématiques, quand elles vont refaire surface, waouh, attention, tu es en train de nous renvoyer à nous notre part qu'on n'a pas forcément gérée, qu'on n'a pas forcément dealé. C'est pas possible, c'est pas gérable. Donc ça, c'est aussi important. Et comme toujours, et quels que soient les sujets, bah, de se faire confiance malgré tout et de se dire que bah, voilà, on le fait avant tout pour soi parce qu'on sait que c'est important, que ça va pouvoir aider potentiellement bah, les autres personnes quand ils vont bah, nous accompagner jusqu'à la fin. Et de s'écouter, de se dire, bah, en fait, si, ok, moi je suis à l'aise, bah, en profiter, se faire confiance pleinement. Mmh mh. Mais au final, tu vois, avec ce que tu amènes, est-ce que la vraie question, est-ce que le tabou, c'est vraiment la mort en soi, le fait de mourir? Ou est-ce que c'est tout ce que ça génère? La souffrance, le corps qui se décharne. Moi, c'est ce qui se passait dans mes services de soins palliatifs. Les 3/4 des patients me disaient il y en a qui m'ont dit: «J'ai peur de mourir». Puis quand on creusait, c'est: «Non, en fait, j'ai peur de laisser les gens que j'aime. J'ai peur d'abandonner mes enfants. J'ai peur que mon mari, il s'en sorte pas sans moi. J'ai peur de voir ce corps qui n'est plus moi. Je ne me supporte plus comme ça. J'ai peur de la souffrance». Et finalement, rarement c'est la mort en soi qui fait peur, pardon, parce que des fois c'est une libération. C'est tout ce qu'il y a autour. Alors que dans d'autres sociétés, c'est une fête. Ah Au oui, Mexique, Mm, c'est une fête. En Indonésie, en ils Asie en vont général. déterrer les morts pour venir, faire la fête avec eux. Donc moi, la question que je pose, c'est, pourquoi il y a ce tabou? Et là, c'est une vraie réflexion que je vous amène. Est-ce que c'est nos sociétés occidentales, ce culte de la beauté? Ce culte, du corps, faut pas être malade, faut pas être ceci. Est-ce qu'il y a de ça? Est-ce que c'est encore plus intégré? Est-ce que c'est, parce que les gens n'ont plus de croyances? Parce qu'avant les gens, il y avait, peut-être plus de croyances de: «Bah, oui, mais ce n'est qu'un passage, je sais qu'il y a la vie après la mort». Il y a quoi qui se cache derrière? Et j'avoue qu'à ça, je sais pas répondre. Pourquoi en France, c'est aussi tabou? Alors, je dirais plus en Occident et j'ai pas fait de recherche, mais je dirais sincèrement que c'est culturel. Là, le premier mot, tu vois, qui me viendrait, je te dirais que c'est culturel parce que c'est vrai qu'en Asie, bah, alors moi, j'ai parlé tout à l'heure de passage, effectivement, donc ça fait lien avec la réincarnation. C'est un principe asiatique, du bouddhisme, mais en Asie où ils croient effectivement à la réincarnation et d'ailleurs même, chez pour les bouddhistes, le jour de la mort, en fait, ils font le thème astral du mort, pour justement préparer la prochaine réincarnation. Donc je pense qu'en Occident, c'est vraiment surtout en Europe et alors encore plus en France, je pense que c'est vraiment culturel. Maintenant, j'avoue que j'ai pas fait de recherche pour pousser effectivement, est-ce qu'il y a eu des événements en particulier qui font que c'est devenu tabou et qu'on n'en parle pas? Pourquoi on le cache? Parce que même si tu regardes alors tu as parlé effectivement du cas du Mexique, même je pense que même l'Amérique du Sud et les Caraïbes, c'est à peu près pareil. Regarde aux États-Unis, moi j'ai des souvenirs quand alors pardon, mais quand tu regardes les films, c'est ils mangent tous ensemble, ils se réunissent après, voilà, c'est vraiment nous où c'est très compliqué, où le sujet est tabou. Mais parce que c'est peut-être pas forcément et comme tu l'as amené, c'est pas forcément la mort en elle-même, ça va plus être tout ce qui va être justement, lien d'attachement et tout ce qui se sera créé autour, en fait. Thibaut? Moi, ce que je vois, en tout cas, je pense comme étant quelque chose qui peut amener, c'est cette problématique-là, c'est de se dire effectivement sur cette partie spiritualité qui a tendance, même si peut-être ça commence à être moins vrai, mais c'est de moins en moins développé finalement. Et au contraire, on a développé cette partie très scientifique dans la compréhension mathématique, physique, très technique finalement. Et on se rend compte qu'en fait, aujourd'hui, même si, encore une fois, les travaux sur les morts imminentes, enfin, tout ça commence à se décortiquer de plus en plus, mais on se rend compte que bah, on ne sait pas forcément beaucoup de choses sur la mort. Et que d'un point de vue de la société moderne occidentale, bah, on n'a pas forcément beaucoup de réponses à donner sur ce point de vue-là. Mmh mh. Et ça, bah, ça amène son lot d'inconnus. Et on sait tous que bah,
L'inconnu laisse place à de l'imagination et l'imagination laisse place à tout et n'importe quoi. L'humain n'aime pas Euh, l'inconnu. voilà. Donc il y a de ça, et je pense qu'aussi une partie importante, c'est que finalement, on a au fur et à mesure des années déritualisé un petit peu toute cette période, finalement. Là où on voit effectivement dans d'autres sociétés, bah oui, il y a la fête des morts, il y a des processus qui sont longs, qui sont complexes quand on perd un être cher. Bah finalement, on a beaucoup moins tous ces petits rituels qu'on va pouvoir avoir, qui sont des choses, enfin, je ne sais pas, vous pourrez peut-être en parler, mais moi, dans mes accompagnements, ça fait partie de l'accompagnement. Si j'ai une personne que j'accompagne qui connaît un décès, par exemple, bah, on va travailler autour de cette thématique et d'avoir posé des actions et des actes concrets qui vont permettre de ritualiser, de faire accepter en fait tout ce processus de, bah oui, il y a une personne qui est décédée, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à moi, qu'est-ce que ça vient toucher dans la relation que j'ai pu construire, quelle partie le deuil va être nécessaire, quelle partie je peux garder pour moi, enfin, et tout ça sans des actes qui sont ritualisés, qui permettent justement d'aller mettre des mots sur ce qui est ressenti, sur des actions, sur l'absence finalement aussi de la personne, parce qu'on parle vraiment de ça. Bah, quand on n'a plus ça, en fait, bah, c'est pas qu'on nie les événements, mais en tout cas, on a moins cette reconnaissance sociétale qui est importante. Et du coup, bah, derrière, c'est beaucoup plus dur de gérer par rapport à la mort. Donc, moi, je vois voilà, cette partie plutôt très scientifique en se disant, bah, en fait, si on creuse, nous, d'un point de vue très scientifico, bah, on n'est pas forcément capable. Et en même temps, on ritualise de moins en moins toute cette période qui nous permet pas de vivre pleinement, en fait, tout ça. Parce que Bah, c'est... non, vas-y, Pardon, pardon. Véro, Non, vas-y. non, j'allais juste compléter en te disant, mais en même temps, on vit dans une société où tu as parlé justement de la science, on fait tout maintenant pour rester en vie. Regarde toutes les recherches vis-à-vis des maladies, des cancers et autres maladies, où en fait, on fait, pardon, mais on fait tout pour presque éviter la mort. Mm, mm. Et oui, bon, après, c'est tendancieux, là, ce que tu amènes. C'est à la fois merveilleux et c'est à la fois aussi affreux, comme tu dis. Que La médecine, il y a ses dérives. Mais et en même temps, c'est merveilleux parce que c'est vrai que voilà, il y a des gens qui pouvaient pas avoir d'enfants, qui en ont. Enfin là, c'est un Oui. sujet, je pense, qui est toujours tendancieux parce que les 2 côtés s'entendent complètement. Tu vois ce que je veux dire? Le côté, mais quand même, la médecine a amené des trucs de dingue, il y a plus la Ah, lèpre, mais il y a ça, ah non, mais ça, on est bien d'accord. Mais après, à un moment donné, là, en te disant ça, je prends un exemple. Alors, je ne veux pas faire de polémique par rapport à ce qu'on vient de vivre depuis 2020, mais à un moment donné, quand, par exemple, effectivement, le taux de mortalité qu'il y a eu, enfin, l'âge, c'était, je crois, 84 ans, d'accord, par rapport à toutes les personnes qui sont mortes du Covid. Je crois que c'était 84 ou 85 ans, et que la moyenne d'âge était de 82 ans, et qu'on disait, mais il ne faut pas qu'ils meurent. À un moment donné, pardon, mais de te dire, ils ont 84 ou 85 ans. C'est déjà merveilleux, c'est déjà magnifique. Et or, l'âge était censé être de 82. Donc, vous essayez à un moment donné de, comment dire, de sauver des personnes alors que sur leur parcours de vie, elles sont censées être en fin de vie. Je Mm. l'entends, mais le problème, c'est que là, il y a 2 choses, moi, avec ce que vous amenez qui me sautent aux yeux, qui m'arrivent à l'esprit. La première, c'est que ça fonctionne comme ça maintenant, que la mort, c'est pas normal et que on veut que garder nos grands-parents, nos parents le plus tard possible. Il y a cette notion de possession. Oui. L'homme actuel veut posséder, donc il veut aussi posséder sa santé. Mhm. Première chose. Et notion qui est chère à ton cœur, ma petite Véro, on n'est plus dans l'instant présent, on n'est plus dans le lâcher prise. On est d'accord. Première chose, on veut pas lâcher, on veut pas. Non, 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 faut qu'il vive, faut qu'il vive, faut qu'il vive. Le nombre de fois où j'ai accompagné des personnes qui disaient: «Mais non, mais moi je veux lâcher» et la femme à côté: «Non, non, non, faut qu'il Eh vive, oui, faut qu'il vive». Donc là, on revient au système de peur et de croyance de chacun. exactement. Je pense que la mort, elle est taboue au final, parce que ça renvoie à nos propres craintes, à nos propres peurs. Ça, je l'ai déjà dit, mais voilà, ça nous renvoie à des systèmes où nous, on n'est pas prêts. La deuxième notion, c'est qu'à un moment donné, pour des personnes non croyantes, beh, vous imaginez ce truc, donc non croyantes, je parle des religions ou de spiritualité, Mhm. d'accord? Les personnes qui n'ont pas de spiritualité, c'est un choix et ça se respecte complètement, et les personnes qui n'ont pas de croyances religieuses. Voilà, pour le coup, moi, je suis un peu dans ce cas, hein. Heu, Bah, à quoi ça sert de vivre, en fait? Donc en fait, on vit, on meurt, point. Ouais. Quel est l'intérêt? En fait, il y a plein de gens, pour eux, c'est, sincèrement, en fait, ma vie, c'est juste ça. En fait, je vis, je meurs et basta, et je sais même pas quand est-ce que je vais mourir. Ah, mais j'ai même pas la maîtrise sur ça.
C'est affreux dans ce monde actuel où il faut tout maîtriser. C'est monstrueux. Tu vois ce que je veux dire? Je fais exprès, de mettre un peu d'ironie, mais c'est un fait et les gens ne sont pas prêts à le supporter et tout à l'heure, au tout début, tu as dit un truc Véro et tu en as un peu parlé Thibaut, c'est qu'à un moment donné, pourquoi les gens attendent qu'un compagnon meure ou que ce soit la fin de vie de leur grand-père pour dire les choses? Pourquoi constamment on croit qu'on est supérieur à tout et qu'on va vivre jusqu'à 90 ans? Pourquoi on a l'impression qu'on est supérieur au monde et que: «Ah non, non, mais moi, attends, je peux faire de la moto et aller à 150 km/h sans me prendre la tête». Bon, je vais pas parler de l'actualité en ce moment, mais il y a voilà, il y a des choses qui se sont passées et qui, je trouve, font écho. Vous êtes qui pour croire que vous êtes supérieur à la vie elle-même? La nature, elle vous a pas attendu, vous n'êtes qu'un quart de seconde au niveau de l'humanité. D'accord? C'est affreux ce que je suis en train de dire, mais c'est une réalité. Donc en fait, vous êtes qui pour, vous dire: «Non mais j'ai le temps, j'attendrai 80 ans». Pourquoi vous vous couchez pas le soir en disant: «OK, je peux me coucher, je peux mourir demain»? Je sais que c'est un processus long, mais personnellement, c'est un processus que j'ai entamé. C'est-à-dire que je me prends la tête avec mon mec, et ben s'il faut que ça dure jusqu'à 4 heures du matin, ça durera jusqu'à 4 heures du matin. Je me suis pris la tête avec ma mère, et ben même si elle me gonfle, c'est pas un problème, je vais la rappeler pour m'assurer que c'est OK. Parce qu'en fait, je suis pas sûre moi demain de vivre. J'ai pas la prétention de croire que je vais vivre jusqu'à 85 ans. Donc du coup, bah, je veux juste m'assurer que tout est OK et quand je me couche, bah, si je réouvre pas les yeux, bah, c'est OK. Mmh. Mais tu as Qu'est-ce que vous entièrement en raison. pensez? Beh, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas finalement la mort en elle-même de la personne, c'est tout ce que tu as créé comme attachement vis-à-vis de la personne. C'est tout ce que la représente la personne. Mais bien sûr. C'est-à-dire que, Mmh. par exemple, je perds mon mari. OK, mais en fait, mon mari, c'était mon pilier, c'était ma sécurité. OK, dans ces cas-là, Complètement. pourquoi tu ne te sens pas en sécurité sans ton mari? Mais mon Dieu, je veux pas qu'il meure ou alors dans d'autres cas, de figure, hein, pas forcément marié, mari-femme, je veux pas qu'il m'abandonne. OK, ben dans ces cas-là, travaille ta blessure d'abandon. C'est-à-dire que c'est pas forcément la figure en elle-même ou la personne mais c'est tout ce qu'elle représente autour et surtout tous les liens d'attachement que tu as créé vis-à-vis de cette personne-là. Parce que dans 100 des cas, et on revient toujours sur ce sujet-là, Thibaut va adorer, sur les blessures, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, ça va réveiller des failles que tu as en toi. La perte de cette personne va, réveiller des douleurs, des blessures qui sont enfouies, qui ont été enfouies pendant des vies, des vies non, peut-être pas, mais pendant de nombreuses années et qui là, d'un seul coup, face à la perte de cette personne-là, bah, ça va les réveiller et c'est sur ça que les personnes devraient travailler et Thibaut l'a évoqué tout à l'heure. C'est effectivement quand tu as des personnes qui viennent en thérapie, moi j'ai des personnes qui m'ont dit: «Oh, bah, c'est bon, de toute façon, ma mère est décédée, il y a 4 5 ans ou mon père est décédé il y a tant d'années, c'est bon, c'est réglé». Alors comment te dire? On va aller taper dans le dur parce que non, en fait, c'est pas réglé. C'est que tu penses que c'est réglé. Oui, pour certaines choses, mais pas pour tout. Parce qu'il y a ça qui se déclenche comme maladie, par exemple, 5 ans après et en fait, tu t'aperçois que c'est totalement lié au décès et à tout ce qui a été, engendré tout autour de ce décès-là et de cette perte-là. Et c'est là où moi, enfin, c'est ce qui est dit, hein, on n'a pas mis le mot encore dessus, mais pour moi, c'est super important. C'est cette notion d'indépendance, du coup, qu'on rattache à ça, en fait, en se disant, OK, comment je fais pour me sentir le plus à l'aise possible avec moi-même seul? Alors, seul, ça ne veut pas dire je me détache complètement de tous les gens qui m'entourent, pas Tout du à tout. fait. Mais en tout cas, je fais en sorte que les liens que j'ai ne soient plus des liens de dépendance, Mmh. mais des relations saines de partage, d'équilibre, sur lesquels je sais les points positifs, je sais les points qui sont négatifs, et je m'en sors de tout ça. Et le jour où la personne n'est plus là pour moi, oui, il y a un manque, oui, il y a de la tristesse, oui, il y a un mal-être, je fais mon deuil, mais derrière, c'est pas, et vous avez repris le mot tous les deux, c'est pas un pilier en fait qui s'effondre, c'est plus un Exactement. pilier. Et en fait, c'est vraiment ça dans la mort, en tout cas extérieure par rapport à l'entourage, ou des proches, ou quoi que ce soit, c'est de se dire, en fait, je perds le lien, je perds la sécurité que je pouvais avoir, je perds le confort que cette personne me donnait, je perds la vision que j'avais pu me construire avec cette personne. Et ça vient fragiliser une partie plus ou moins importante de moi. Et il se trouve que, bah oui, il y a des personnes qui se construisent complètement emboîtées avec d'autres personnes. Et quand on perd, bah,
son pilier, et ben tout vient s'écrouler et ça explique pourquoi j'arrive pas à me remettre du décès de cette personne. Ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans des fois que en fait ça va pas mieux, mais parce qu'en fait, qu'est-ce que ça vient dire chez toi? Quels sont les points sur lesquels il y a besoin d'aller travailler? Comment tu peux venir accepter ce décès? C'est en laissant cette part de toi sur laquelle tu as pu t'appuyer, en retenant, en étant sur ce déséquilibre, en faisant le deuil de ça, accepter que ça a pu être comme ça, te dire, OK, comment maintenant, en toute indépendance, je peux pleinement me guérir, me soigner, et derrière, après, quand ce travail a été fait, le rapport à la mort pour les autres décès qu'on va connaître, ils vont être complètement différents. Parce qu'en fait, oui, on dit au revoir à la personne, mais on dit plus au revoir à une part de nous sur laquelle on avait misé, on avait construit de façon hyper importante et qui nous détruit et qui nous fragilise énormément. Donc pour moi, c'est vraiment du coup central de se dire indépendance ou pas, en fait, dans cette notion de mort. Et ça veut dire, et de toute façon, c'est le cœur de tous les sujets qu'on aborde, se dire l'importance de venir travailler sur soi pour se construire de façon saine et pérenne et être son propre pilier, en fait. Et entière. Mais Et complètement. entière. Mais c'est hyper fort là ce que tu amènes. Franchement, ça fait complètement écho. Après, je vais me faire l'avocat du diable, hein, vous savez comment je suis. Donc là, je viens de démonter tout le monde et là, je vais arriver en mode petit ange. Bipolarité, schizophrénie, je ne sais pas. Ça sera un peu le thème d'un prochain podcast. On te le réserve, celui-là. Mais franchement, c'est hyper fort ce que tu amènes, Thibaut. Mais prenons l'exemple de la mère qui perd son enfant. Prends cet exemple, parce que c'est celui qui est le plus parlant, qui est souvent le plus tragique, mère ou père, peu importe, mais de perdre son enfant, va lui expliquer tout ce qu'on est en train de lui expliquer là. Tu vois ce que je veux dire? Elle va dire: «Non, mais vous êtes mignon, mais moi j'ai perdu la chair de ma chair, j'ai perdu mon sang, j'ai perdu ma vie», parce que c'est sa vie, quoi. Heu, comment en fait, là, la question que je me pose, c'est, comment l'amener à ce qu'on vient de se dire et surtout comment, bon, évidemment que la dépression fait aussi partie, enfin le deuil, vous connaissez la courbe du deuil? Donc il y a Alors, d'abord, réexplique-la, voilà. voilà, la courbe du deuil, en fait, je fais une petite aparté, justement, on va repartir un peu dans le côté scientifique. Il y a des processus qui se mettent en place et ça a été identifié par des psychologues, des psychopraticiens, des médecins, où en fait, bon, quand il y a un décès, il y a le choc. On est en mode: même si on était préparé, il y a quand même ce choc, ça y est, il est plus là. Il y a plus ce lien physique. Après, ça oscille entre, déni et colère, ça dépend. Une fois le déni, le colère, il y a cette peur qui remonte, donc qui vient générée par nos propres peurs. Du coup, moi, j'ai peur de mourir, j'ai peur que ça arrive à mon conjoint, j'ai peur que ça arrive à quelqu'un d'autre. J'en ai perdu un là, je veux pas en perdre un autre dans 2 mois. Ensuite, il y a la tristesse, mais la tristesse, du coup, c'est le début de l'acceptation. Parce qu'enfin on lâche, enfin on pleure, enfin on y va. Et là après, du coup, il y a acceptation, quête de sens, tout ça qui se met en place et où du coup on repart un peu dans: «Mais finalement cette mort, qu'est-ce que ça m'a apporté? Comment, je vois ma relation maintenant à la mort?» tout ça, tout ça. Et le souci qu'il y a, c'est que des fois dans nos sociétés occidentales, on reste dans la colère, on reste dans le déni, on reste dans le choc, on reste dans la tristesse. Donc si on reste dans la tristesse, on est, du coup après on rentre dans une forme de dépression. Si on reste dans la colère, on est du coup dans un manque total d'acceptation de la situation. Et en fait, tout ça je l'entends et même si j'ai eu des propos assez forts qui ont pu choquer en début de podcast, je suis loin d'être un monstre et j'entends tout ça. Et donc du coup, la question que je vous pose, c'est face à cette mère qui perd son enfant, face à ce couple uni comme jamais qui était inséparable, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Qu'est-ce qu'on peut dire et comment qu'est-ce qu'on peut amener aux gens? Qu'est-ce qu'on peut leur dire par rapport à tout ça? Moi, ce qu'on s'est dit là, si tu veux, j'entends qu'effectivement, suivant les situations, on le perçoit de façon beaucoup plus rude et que c'est parce que c'est une réalité qui est douloureuse à entendre. Malheureusement, en fait, enfin, c'est la réalité, déjà. Enfin, on ne ment pas, on se dit les choses de façon honnête. Il y a un moment, la vie peut être très belle, mais elle peut aussi être très difficile. Il y a des côtés hyper douloureux qui sont horribles. C'est une réalité. Donc déjà, je trouve que dans l'accompagnement, ça veut dire déjà permettre à la personne de gérer au mieux cette acceptation.
C'est-à-dire de se dire que, bah oui, il y a des situations qui sont horribles, qui ont été vécues, qui sont pas justes, et que c'est normal et que c'est légitime. Toute cette courbe dont tu as parlé qui va mener jusqu'à l'acceptation. Donc déjà d'aller comprendre que, bah oui, peut-être que ça va prendre beaucoup plus de temps parce qu'il y a des situations qu'on peut pas comprendre et sur lesquelles c'est pas possible. On peut pas accepter. Une mère qui perd son enfant, c'est bien évidemment, c'est encore plus inestimable qu'un certain nombre de morts potentielles qu'on peut imaginer. Ça c'est une partie. Après, pour moi, je trouve que c'est important, et ça va vraiment dépendre des personnes, mais c'est cette notion de spiritualité derrière. Ça peut être un formidable outil de compréhension, d'acceptation, qui va vraiment permettre de digérer les choses, et de sublimer en fait, en se disant, OK, la réalité telle que je la vois est très difficile. Je ne suis pas capable de l'accepter, je ne suis pas capable de l'entendre. Quelles sont les solutions, les propositions qui peuvent m'être faites autour, qui me parlent? On n'est pas en train de dire qu'on va croire à quelque chose juste pour se faire du bien en se disant je me sens bien dans cette situation. Quelque chose qui vous parle. Et se dire ok, bah finalement, je me rends compte que la vision que j'avais de la mort est peut-être différente. Peut-être que oui, cet enfant que j'ai perdu si jeune, bah en fait, il est peut-être toujours là. Il est là d'une autre façon. Mais j'ai toujours un lien avec cette personne. Donc je pense que ça peut être aussi un axe important. Dites-moi comment ça vous parle, mais pour moi, c'est déjà 2 points importants qui peuvent être des leviers, je trouve, pertinents pour passer ce cap. Alors évidemment, chaque cas est totalement unique, chaque relation est unique, mais justement, ça serait de voir déjà aussi, une fois que le deuil est fait, hein, même s'il y a un accompagnement pendant le deuil, mais là, on serait vraiment, quand même, un peu plus éloigné quand même de cette phase de deuil. Ça serait de rentrer effectivement de que représentait en fait cet enfant par rapport pour la mère? Et c'est sur ça que tu vas aller approfondir en fait. Quelles étaient les attentes, de la mère vis-à-vis de cet enfant? Parce qu'il y a toujours des attentes qui se créent de toute façon dans 100 des cas. Quel type de relation et quelle justement donc, attente il y avait par rapport à cette relation? Et c'est d'aller commencer à déformater en fait absolument tout ça. Et c'est d'aller effectivement de faire en sorte que cette douleur deviennent une sorte de force, en fait, de faire comprendre que à cette mère qu'il y a le avant et le après. Que cette mort n'est pas arrivée par accident ou par hasard. Je veux pas choquer en disant ça, mais qu'il y avait quelque chose qui fait que du coup, il y aura toujours le après et que le après, cette mère et même parfois les couples ou même parfois toute la famille, ça sera pas la même chose. Et que ça va renforcer parfois certaines choses et que ça va changer la vie totalement de la personne, de la mère ou de la famille. Et qu'il y a très souvent quand tu discutes avec des familles justement où il y a eu une mort, brutale d'un enfant par maladie ou autre, ou même accident, elles vont te dire: «Mais en fait, tout ce que j'ai fait après, c'est grâce à cette mort, là, tu vois, quand je te dis ça, je pense à, par exemple, tu prends l'exemple de Grégory Le Marchand, tu prends le l'ex Marshall. Marshall, pardon, excusez-moi, tant pour moi. Ou tu prends, Laurette Fugain, par exemple, tu vois? Des cas comme ça où s'il y avait pas eu la maladie ou il y avait pas eu la mort, bah, peut-être et je pense que les mères te diraient: «Mais en fait, j'aurais peut-être jamais fait ça et je serais sûrement pas la personne que je suis aujourd'hui». Donc même si c'est super compliqué, enfin, c'est pas le bon terme, je suis vraiment désolée, mais même si le deuil est très compliqué parce qu'il y a le choc, il y a tout ce que tu as expliqué, il faut bien comprendre que parfois c'est le début d'autre chose et que cette autre chose, même si c'est, pas forcément visible de suite, peut être magnifique. Finalement, grâce à une douleur, il y a quelque chose de magnifique qui va se créer derrière et ça, je pense que c'est tout le travail qu'il y a à faire justement, que nous devons faire, nous, en tant que thérapeutes, en accompagnement de ça, de ces personnes-là et de ces événements-là. Moi, comme j'ai toujours dit, j'ai accompagné alors c'était, jamais de mère, non, ça m'est pas arrivé voilà, d'accompagner principalement des épouses, et je leur disais toujours, je leur disais: «Là, tout ce que je suis en train de te dire, tu le comprends pas et c'est pas grave». C'était de longues conversations, ça m'est même arrivé de discuter 3 4 heures, quasiment tous les jours avec certaines personnes. J'ai dit: «Je vais te dire plein de trucs, mais tu le comprends pas, mais c'est pas grave. Mais dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an». Et effectivement, 1 an après, j'ai certaines personnes qui revenaient me voir en me disant:
Ok, c'est bon. Je viens d'intégrer en fait ce que tu m'as dit il y a 6 mois ou juste le lendemain de l'enterrement. Je viens de comprendre ce que tu viens de me dire. Parfait, génial. Là, c'est que tu viens de passer une étape. Mais c'est très juste ce que tu amènes. Quand j'expliquais la courbe du deuil, l'idée, après mes forts propos, c'est aussi de justement déculpabiliser les gens. C'est que ces étapes, elles sont nécessaires. On l'a déjà dit, et je sais que c'est un mot que tu aimes beaucoup, Thibaut, s'autoriser. Vous avez juste le droit d'être en colère et d'en vouloir à la terre entière. Pourquoi votre mec, pourquoi votre enfant, pourquoi votre père plutôt qu'un autre? Vous avez le droit d'être dans le déni complet et de mettre une barrière au-delà de la muraille de Chine pour vous protéger. Vous avez le droit de pleurer, à vous enfermer chez vous dans le noir pendant des mois. En fait, vous avez juste le droit. Chacun réagit différemment. Mais du coup, c'est vrai que je reviens sur cette notion de prévention. De mon vécu en tant qu'infirmière dans un service d'oncologie, soins palliatifs, je ne compte même pas le nombre de gens que j'ai amenés à la mort, de mon vécu en tant qu'infirmière aux urgences où j'ai dû, Que tu as accompagné vers la mort. exactement, que j'ai accompagné, aux urgences où tu as une mort soudaine et que tu as les gens qui sont juste derrière les portes battantes et que tu dois leur dire: «J'ai pas pu sauver votre père de l'infarct». Tout ça, à chaque fois, quand c'était à peu près préparé. Il y avait une fois, j'ai même reçu un gamin de 18 ans, qui avait pas prévenu ses parents et qui avait déjà tout préparé parce que c'était quelqu'un qui, voilà, avait usé et abusé de la vie déjà très tôt et qui avait eu cette conscience et qui, il était entre la vie et la mort, mais il verbalisait encore et j'étais aux urgences, il m'a dit, «On est d'accord que si je fais mes directives anticipées là, si je fais un papier et que je le signe, c'est bon?» «Oui, oui, oui», parce qu'il faut le savoir. Même un bout de papier, à partir du moment où il est signé de votre main, il est valable devant un notaire. Il l'a fait. Il avait 18 ans, ce gamin, et je vous en parle, j'en ai des frissons et je pourrais Ah presque avoir ouais. limite les larmes parce que ça a été en plus une situation assez affreuse, les parents qui s'écroulent, enfin vraiment le truc affreux, mais il a fait ses directives anticipées. Avoir cette conscience à 18 ans, à Mmh. ce Incroyable ce moment-là, quoi. gamin, Enfin, c'est un truc, incroyable, waouh! incroyable ce gamin, et en fait, eh ben, même si ça a été un drame, quand j'ai amené ce papier aux parents, j'ai dit: «Voilà, c'est ce qu'il veut». Les parents, ils ont dit: «Mais il l'a noté?» Je fais: «Oui, oui, il me l'a dit, il me l'a verbalisé». Donc ils m'ont demandé d'expliquer, ils m'ont demandé: «Qu'est-ce qui s'est passé?» Du coup, j'ai transmis ces moments et les parents m'ont remerciée. Alors moi, j'ai rien fait, c'est le gamin qui a tout fait et me remerciez pas, il est mort votre pauvre enfant. Mais tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je reviens sur ça, cette prévention. Il y a quand même une différence entre quand c'est géré, Mmh. quand les familles savent, quand les familles sont au clair sur ce que les gens veulent et quand c'est pas le cas. Après, j'entends que c'est pas un sujet que vous avez envie d'aborder ce soir avec vos parents ou avec votre mec. Je l'entends complètement. Mais j'essaye là de vous planter une petite graine à ceux qui écoutent le podcast de, ben, un jour, si vous le sentez ou si vous le sentez pas, juste écrire peut-être. Et croyez-moi, ça ça peut vraiment aider au deuil parce qu'au final, quand on meurt, qu'est-ce qu'on a peur? C'est d'abandonner les autres, c'est tout ce qu'on s'est déjà dit et en fait, en leur laissant ce petit truc, bah, vous imaginez même pas ce que vous pouvez leur apporter. Vraiment, Ah, c'est un voilà, cadeau. c'est ça. Est-ce qu'on peut parler aussi justement de l'entourage et de la famille? Parce que là, on parle de les préparer, mais si je peux me permettre, parce que là, d'un seul coup, j'ai plusieurs cas qui sont revenus en mémoire, que parfois l'entourage justement, quand il va comment dire? Quand on va accompagner du coup, bah, la personne qui reste, le conjoint, la conjointe, les enfants ou les parents, parfois la famille peut être toxique. Parce que là, d'un seul coup, je repense à des phrases du style: «Non, ne pleure pas, tu vas pas pleurer, tu es forte, tu as pas à pleurer». Ou «Ça va, arrête de penser à lui, pense à autre chose». Toute cette phase-là, en fait, justement du déni où parfois la famille, renforce justement ce déni. Ou, justement, ou d'autres personnes, ça va être l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont continuer à mettre, le couvert à table comme s'il était là, qui vont, continuer également à lui parler, à faire en sorte qu'il soit, alors là, je parle même pas au niveau énergétique, tout ce que ça représente, là, on va pas parler des fantômes, il faudra vraiment qu'on le fasse, le podcast sur les fantômes. Non, non, moi je suis pas d'accord, moi je suis pas cartésienne. Mais Non, moi je vais mais pas dans vos de délires. Ça mais sera explosif. mais vraiment, voilà, c'est vrai que je trouve que parfois il y a des comportements de l'entourage, qui peuvent être, nocifs en fait, par rapport à justement cette partie du deuil.
Hmm. Je Moi, sais moi pas. par rapport à ce que tu me dis, ce qui me vient, c'est les sauveurs. Ah oui, bah oui. C'est vraiment de venir s'accrocher à des personnes comme ça qui sont sur la fin de vie, sur l'approche de la mort, qui se mettent dans cette position parce que ça correspond parfaitement dans ces cas-là. Et, euh, et finalement de vivre à travers ça, et on se rend compte que bah, là encore une fois, hein, qu'est-ce que je mets dans la relation par rapport à l'autre, et quand c'est la fin de la relation, bah, qui je suis en fait finalement, sans la personne qui me permettait de m'inscrire dans mon rôle de sauveur parfait. Moi c'est vraiment ça sur la famille. Mais après, j'entends hein, qu'il voilà, y a plein d'autres choses qui peuvent venir. Mais je pense que ça, c'est crucial. De se dire attention aussi dans l'accompagnement des personnes et dans l'accompagnement de la fin de vie, de gérer en fait cette partie de nous, sauveur. Parce que là, tout est quasiment fait pour qu'on rentre dans cette posture et Mhm. dans cette position. Phase d'acceptation. Mm. Ouais, et puis pour l'entourage nocif, ben justement, ça revient un peu à tout ce qu'on s'est dit, c'est qu'à un moment donné, ben, on le dit à chaque fois, mais chacun a sa propre carte du monde. On a beau, vous auriez beau avoir même un frère jumeau qui vous ressemble comme deux gouttes d'eau, il ne va pas exactement penser comme vous. Donc à un moment donné aussi, les gens, des fois, ne se rendent pas compte de la violence que c'est, parce que je reviens sur le fait qu'elle est importante, cette phase de colère, de tristesse et tout. Donc si quelqu'un vous dit non, mais c'est bon, ça fait 1 an, et ben si ça fait 1 an qu'elle dure votre phase de tristesse, en fait, c'est OK. Après, d'accord, faudra peut-être me mettre en place des choses pour en sortir, mais à un moment donné, il est qui, lui, pour vous dire ça? Exactement. Mm. Il n'est pas dans votre tête, en fait, et il n'avait pas la relation que vous aviez avec cette personne. Il n'a pas votre douleur. Mm, mm. Exactement. Et c'est là où toute la complexité finalement de ce sujet, c'est qu'on en revient aux relations, aux interdépendances, au deuil, du pourquoi, du comment. Et c'est là où à un moment donné, je pense qu'il faut se radoucir aussi et juste respecter Ouais. la façon de penser de chacun. Moi, personnellement, sur un deuil, je vais être en mode machine au début, gestion. C'est ma façon de faire. Je parle du décès de mon grand-père cet été. De tout gérer, c'était ma façon de gérer le deuil. Parce que j'aimais savoir que tout était OK et que tout correspondait à lui. Et après, j'ai pris mon temps seule. Mais ça, c'est ma façon. Mhm. Ma mère a pas du tout été dans ça. Ma mère avait besoin d'exprimer. Mon père était plus dans la retenue. Enfin, chacun l'exprime à sa manière. Et en fait, il faut respecter chacun. Et mon frère Mm. était pas dans le déni, mais à la mise à distance. Et après, derrière, il s'est fait un tatouage en lien avec mon grand-père quelques mois après. Vous voyez, enfin, Ouais, ça montre chacun. que chacun gère ça à son niveau. Dans Évidemment, l'acceptation. évidemment. Et c'est important de respecter et de pas amener sa vision aux autres. Alors, c'est paradoxal parce que je suis en train de dire à tout le monde, prévention, allez parler de la mort. Et après, je dis, faut pas amener sa vision aux autres. Vous avez compris. Mais en attendant, à un moment donné aussi, le respect de chacun, il est tout aussi important, quoi. Bah, ce qui est intéressant, Mm. c'est que justement, quand tu dis il faut pas amener sa vision, mais dans sa vision, là, d'un seul coup, en fait, c'est n'amenez pas vos peurs, n'amenez pas vos blessures, n'amenez pas tout ce que vous n'avez pas bossé sur l'abandon, sur la trahison, n'amenez pas tout ça et le laissez pas comme fardeau à la personne là qui est en train de faire son deuil. C'est surtout ça. Mm, mm. Laissez-la vivre, elle a déjà, elle, ses propres failles. Donc, laissez-la vivre tranquillement son deuil par les phases justement que tu as expliquées, où c'est nécessaire, voire obligatoire de passer par ces phases-là. Parce que si tu le fais pas dès le départ, de toute façon, même si c'est 1, 2, 3 ans après, ça sera par effet qui se coule, il y aura le boomerang de toute façon. Donc et elle aura elle ce travail à faire. Enfin, la personne restante aura ce travail à faire. Donc c'est de rentrer dans l'acceptation. Mais du coup, de l'acceptation effectivement du décès, de la mort, et d'accepter effectivement de tout ce que ça va engendrer après. Ok. Ouais. Ce qui ramène à l'acceptation de soi. Et on s'en est déjà parlé, mais de Yes. vraiment, qui est la clé et qui va permettre de venir déverrouiller bah, toutes ces petites problématiques qui, on le voit sur ce sujet et sur d'autres, bah, viennent se projeter directement, quoi, de Mhm. façon très concrète. Et, Mais euh, et du coup, pour finir le podcast, si c'est OK pour vous, à moins que vous vouliez amener d'autres choses, pour finir sur des choses un peu enfin, positives, est-ce que vous avez justement des anecdotes ou une histoire à partager de fin de vie ou de mort où il y a eu un moment suspendu, un espèce d'instant magique qui s'est passé et que vous auriez à partager?
Ah ah. Moi, j'en ai un. Vas-y, je t'en prie. J'y commence, ouais. Alors, c'est un moment très particulier. Ça s'est fait au Népal, à Katmandou. On a visité, on est resté 2-3 jours sur Katmandou et le guide nous a fait visiter, je ne le savais pas, c'est un des plus hauts lieux, saints, hindouistes et en fait, c'est un centre de crémation à ciel ouvert. C'est-à-dire que, du coup, tu as le alors je ne me souviens plus du nom de la rivière et donc tout le long de la rivière, en fait, ils ont construit, plein de temples et tout le long, donc tu as des comment dire? Des plots sur lesquels sont mis donc le bois et ensuite, bah, du coup, quand tu arrives, tu as les corps qui sont en train d'être brûlés. C'est un haut lieu saint, mais en même temps, ça se visite. Donc, comment te dire que tu as un contraste énorme, d'accord? Parce que toi, tu arrives et là, d'un seul coup, tu fais: «Ah tiens, c'est en train de brûler». Fait: «Ah oui, c'est un corps donc effectivement». Mais il y a quand même, tu sais, bah, de toute façon, il y a toute l'ambiance, c'est-à-dire que c'est quand même respectueux. Tu sens quand même, enfin, tu rentres, et en même temps, à côté de ça, tu as le groupe de musique avec les chants et les tambours. On est en Asie, donc comment te dire qu'évidemment, la mort n'est absolument pas tabou. Et à un moment donné, donc on se pose, donc le guide nous fait visiter et on se pose et effectivement, juste au moment où on se pose, juste en face de nous, il y a les portes du temple qui s'ouvrent et toute une famille et je pense que ça devait être les enfants, les fils et les filles qui portent le corps de leur mère, qui l'installent, c'est les enfants qui portent le corps, qui l'installent sur le bûcher et on assiste à tout le cérémonial. Ils ont préparé le corps de leur mère. Alors après, il y avait, je pense, enfin, je sais pas comment on appelle ça, le prêtre ou qui les a aidés, donc avec l'encens, avec les fleurs, ils l'ont habillé. Enfin, c'était vraiment un moment, mais vraiment suspendu. Et au fond, juste au-dessus, parce que c'était sur une colline, tu avais le bruit des tambours, les personnes qui dansaient. Enfin, c'était un truc et tu avais les enfants qui préparaient leur mère et qui en même temps étaient en train de pleurer et la fête juste au-dessus. La musique fait partie du temple, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose de l'extérieur, ça fait partie de tout leur processus. Et c'était vraiment un moment suspendu. Et tu vois, ce qui a été très paradoxal, c'est que j'étais avec un groupe donc de Français et sur les 20 personnes, il y en a 18 qui sont partis et qui étaient en train de faire un scandale auprès du guide à l'extérieur parce que tout simplement, bah, justement, tous les tabous qu'on a, nous, occidentaux, vis-à-vis Mmh. vis-à-vis des morts. Parce que là, d'un seul coup, bah, en France, pardon, hein, il y a des organismes qui s'occupent, des morts. Donc, en France, on n'est pas censé voir un cadavre. Or là, on voyait vraiment les cadavres et donc ça reste très tabou et on est resté qu'à 2 à observer toute la scène. On a voulu y assister et c'est une amie, qui en plus est ambulancière, donc je pense que vous avez à peu près les mêmes histoires avec Héloïse et elle m'a dit: «Je reste avec toi parce que je sais que c'est justement quelque chose qui est pas tabou pour toi». Je lui ai dit: «Absolument pas». Je lui ai dit: «Parce que pour moi, là, je suis en train de vivre vraiment une fête». Même s'il y avait les pleurs et je pense qu'à un moment donné, j'ai dû être dans l'émotion également et me mettre totalement en empathie vis-à-vis de la famille. Mais avec justement toute l'ambiance qu'il y avait autour et il y a eu tout le côté festif, c'était vraiment une empathie, mais justement une empathie festive et de sentir une réelle communion, pour le départ de cette mère. Donc ouais, ça a été un événement Mmh. assez particulier. Parce que je ne m'attendais pas à visiter ce type d'endroit effectivement à Katmandou, mais ça fait partie la mort fait partie de la vie et j'aurais voulu commencer même d'ailleurs, donc je le fais à la fin. C'est bien le seul point commun que nous avons absolument tous sur cette terre. C'est-à-dire qu'à partir du moment que nous avons tous pris la décision de naître, bah, automatiquement, nous avons pris la décision de mourir et c'est bien le seul point commun que nous avons. Mmh. Super. Mmh. Thibaut, je t'en prie. Moi, c'est pas une anecdote parce que de ce que j'ai connu en EHPAD notamment, très sincèrement, c'était beaucoup de gens qui justement avaient encore beaucoup de mal avec ces notions d'acceptation de mort. Mais par rapport à ça, malgré tout, moi, c'est un documentaire slash film qui s'appelle La mort, c'est juste une marche qui est vraiment génial, qu'on peut trouver sur YouTube, si je dis pas de bêtises. Parce que ça donne ce côté d'un point de vue soignant, patient et famille, du rapport à la mort, de la différentes visions qu'on peut avoir et ça vient vraiment questionner tout ce qu'on s'est dit là et ça montre, bah, justement cette fameuse, beauté qu'on s'est permis d'aborder ici, malgré toute la souffrance et toutes les difficultés qu'il pouvait avoir. Donc vraiment un film que je recommande parce qu'il moi en tout cas m'a permis vraiment de faire évoluer ma vision, par rapport à ça
et qui permet d'aller s'autoriser en fait, à aller voir les différentes visions, les différentes approches et de voir vraiment ça reprend les échanges qu'on a eus sur se dire jusqu'où on va jusqu'à la mort, sur l'acharnement ou l'accompagnement sur la fin de vie, jusqu'où on autorise la personne à décider, à gérer et à être responsable de la fin. Et c'est vraiment génial, c'est hyper émouvant, c'est hyper intéressant. Donc voilà, j'encourage tout le monde à le regarder. Tu peux répéter peut-être pour que les gens... C'est la mort, c'est juste une marche. Ok. Certainement disponible sur YouTube. Il y a quelques années, je sais que c'était le cas, donc je pense qu'il n'y a pas de souci. Et en filmo, je vous rajoute Thanatos. En plus, on donne la filmographie. Alors, le sujet, c'est s'upgrade. les EMI, mais en fait, au final, c'est en rapport avec la mort. Expérience de mort De mort imminente, ouais. Mm. Mais bon, au final, le sujet, quand même, reste la mort tout au long de. Et quand je l'ai vu, sincèrement, alors que tu viens de voir un film qui parle de mort pendant 2 heures, je suis sortie avec la sensation d'avoir pris un grand coup de poing, en fait, d'amour dans la gueule. J'ai vraiment ce ressenti-là, je me suis sentie plein d'amour pendant une grosse semaine, comme sur un nuage. Donc, ouais, c'est bien si ce type de film peut permettre de comprendre beaucoup de choses. C'est vraiment énorme. Donc, n'hésitez vraiment pas. Donc, merci Thibaut pour le conseil. Ouais, et puis du coup, pour continuer sur la filmographie, moi je vous propose Bibliographie. C'est un livre qui fait partie des basiques pour tous les gens qui sont dans le développement perso, mais qui, mine de, a fait son petit chemin. C'est Kilomètre Zéro de mode désolé, je vais l'écorcher, de mode. Je ne saurais pas te Kilomètre dire non zéro, plus, tout le mais monde. oui. Moi, je Mais oui. l'ai pas lu, mais oui, Kilomètre zéro, tout le monde le Voilà, connaît. et ça parle cancer et de tout un process qui se passe justement. Et après, il y a L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Gounel. Voilà, donc maintenant que vous avez la filmographie, la biblio. Moi, au niveau des anecdotes, je vais peut-être pas vous raconter du perso, je vais plus aller sur du pro. J'ai 2 anecdotes. La première, touchante, c'était une dame seule qui nous faisait une vie à chaque fois. Elle était Tati Daniel. Mais bon, je me disais, c'est pas possible d'être Tati Daniel comme ça, il y a un truc derrière. Et petit à petit, j'avais réussi à rentrer dans une zone de confort avec elle et de confiance surtout. Et elle s'est confiée et cette femme avait une vie affreuse, ses enfants étaient décédés, enfin vraiment la vie insupportable et une famille très toxique. Donc elle était devenue un peu Tati Daniel. Elle s'amusait à mettre des laxatifs pendant les repas de famille. Ah non, mais elle était incroyable. Et donc du C'est coup, des lieux de finalement, vie, c'est des lieux de vie. ah ouais, non, mais elle était géniale. Et du coup, finalement, on a créé un vrai lien. Mais la nuit, c'était compliqué pour elle, puis c'était une dame qui restait malgré tout en fin de vie. Et grâce au lien qu'on a créé, un jour, elle m'a dit Tu sais de quoi j'ai peur, Héloïse? Parce que bon, au bout d'un moment, elle tutoyait, ça faisait je sais pas combien de temps qu'elle était dans le service. Elle me dit J'ai peur de mourir seule. Et du coup, je lui ai dit Je vous promets que si je suis là, au moment où vous êtes censé partir, vous serez pas seule, je vous tiendrai la main. Et la vie a fait que elle est partie avec moi. En fait, en début de service, voilà, je sentais que c'était pas bon, pas bon. Et donc, du coup, j'ai fait les soins, hein, j'ai géré mon service. Et dès que j'avais une seconde, j'allais dans la chambre. Et ce soir-là, le service était particulièrement calme. Tous les lits n'étaient pas remplis. Et donc, en fait, j'ai mis le fauteuil dans la chambre avec elle. J'ai dit à ma collègue, bon, s'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles. J'avais les sonnettes, j'avais le portable. Enfin, je veux dire, tout était cadré. Et je lui ai tenu la main jusqu'au bout. Et son dernier souffle a été là. Alors, je ne sais pas si elle s'en est rendue compte, mais en tout cas, j'ai respecté son choix. Elle t'a attendu. Peut-être, je ne sais pas. Là, c'est vous qui avez peut-être plus de réponses que moi. Moi, vous savez, mais en tout cas, et ça reste un très beau moment pour moi. Et c'est vrai que de Tati Daniel, avec nous, à la fin, elle était devenue une super mamie, quoi. Elle était adorable, cette femme, au fond. Et c'était juste quelqu'un qui avait beaucoup de colère et qui avait besoin d'être rassuré. Donc ça, c'est quand même une très belle histoire. Et la deuxième aussi, tout aussi jolie, mais plus joyeuse finalement, même s'il y avait un décès. C'était un mec qui avait usé, abusé de tout dans la vie, hein. Clairement, on était sur l'ultra bon vivant, qui avait usé des toxiques et de tout ce qu'il faut comme il faut, mais qui du coup avait une bande de potes assez motivés et qui, une semaine avant son décès, il me fait Bon, Hello, il n'était pas frais, hein, pourtant, mais bon, écoute, hein, je sais que là, j'en ai pas pour longtemps. J'ai caché la bouteille de vodka dans le placard.
quand je pars, t'appelles toute la bande et vous prenez tous un shot à ma santé. Il me dit, puis alors il avait choisi les infirmières qu'il voulait, les médecins qu'il voulait. Je dis, mais on n'a pas le droit, on est en hôpital. Ouais, c'est bon, on s'en fout et tout. Il est décédé avec moi, celui-ci aussi. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que j'ai appelé toute la bande. Ils ont débarqué dans la demi-heure et on a tous bu un shot de vodka à sa santé. Voilà. Et il était là, Magnifique. son corps était là, on était tous autour de lui. Et en fait, on pleurait, on riait. En fait, ils ont fait une fête. Et ils ont dit, ah putain, jusqu'au bout, celui-ci. Et voilà, et c'était à sa santé, quoi. Et c'est un moment, j'ai dit, mais ton métier, quand même, d'infirmière, il m'a fait vivre des trucs. Et c'était beau. C'était beau. Ouais, Et je reviens à ma phrase du début. Parfois, la mort, ça peut être beau. c'est la phrase de conclusion. On a fait en sorte quand même que cet épisode, ne soit pas lourd et plombant avec ce sujet, justement. Il m'a semblé quand même qu'on est resté dans une certaine légèreté et d'apporter, des visions différentes justement de la mort et des compréhensions différentes et si ça vous permet, vous, effectivement, de commencer ce cheminement, s'il y a eu des prises de conscience tout au long de cet épisode, des conseils et ben, sincèrement, je pense qu'on en sera très heureux tous les 3. N'hésitez pas d'ailleurs à venir au cas où nous poser des questions, parce qu'il existe plein d'accompagnements possibles. On n'en a pas parlé tout au long de cet épisode, mais il existe, voilà, on a parlé de livres, on a donné des livres ou des films, mais il existe même des retraites voilà, qui peuvent se faire pour vous accompagner dans ce cheminement. Parce que je répète, c'est bien le seul point commun que nous avons, et c'est qu'on ne connaît pas effectivement notre DLC, on ne connaît pas la date de fin, mais on en a bien une pour chacun d'entre nous. Du moins, au moins un corps. Après, le reste, ça, c'est selon nos convictions. C'est pour ça que j'ai dit selon nos convictions. Merci infiniment d'être arrivé jusqu'ici. Nous sommes très heureux déjà de nous avoir, de s'être retrouvés pour cet épisode-là. Il nous tarde déjà le prochain. N'hésitez pas d'ailleurs à nous donner des thèmes également si vous voulez qu'on aborde avec nos 3 visions, s'il y a des thèmes qui vous tiennent à cœur. Donc n'hésitez vraiment pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux ou même à commenter sous cette vidéo. Donc pour venir nous donner des idées, même si nous n'en manquons pas. J'ai été ravie, mon cher psy Thibaut. Toujours un plaisir. Également, Héloïse, un gros câlin à distance. Bah, moi aussi, je vous aime d'amour. Cette rayon de soleil. Et à une prochaine fois avec un immense plaisir. À très vite. Merci à toi, Véro. Merci, Thibaut. Ciao, ciao. Ciao. Merci à vous. Cette émission est maintenant terminée, en espérant que vous ayez passé un agréable moment en notre compagnie, riche et sûrement piquant, dont il naîtra peut-être des clics sur votre curiosité et des déclics sur vos certitudes. Ici, aucune langue de bois. Au contraire, authenticité et spontanéité sont au rendez-vous du podcast Le Psy, la Coach et le Mentor. Nous avons déjà hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite pour nous suivre, à liker, à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et surtout à commenter afin que nous puissions échanger avec vous sur ce sujet.